« 684 morts et 8297 blessés ont été enregistrés en 2022 dans les accidents de la circulation par l'Agence nationale de la sécurité routière. Avec l'adoption du nouveau code minier, l'or et les autres ressources de notre sous-sol vont briller pour les Maliens. Plus de détails dans un instant avec l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba du CNT. Le Niger a un nouveau gouvernement composé de 21 membres. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Mali a enregistré 8189 cas d'accidents de la circulation routière et en fait 684 morts et 8297 blessés en 2022. C'est ce qui ressort de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazer. Les travaux de la session étaient présidés par le ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko. Les travaux de la session étaient présidés par la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, en présence du directeur général de l'ANASER, Ousmane Maïga, et d'autres administrateurs. L'état de mise en œuvre des activités au premier semestre de l'année 2023 a fait ressortir que sur 44 programmés, 20 ont été totalement exécutés, soit 45,45%, 19 sont en cours d'exécution, soit 43,18%, et 5 n'ont pas été exécutés, soit 11,36%. Sur une prévision budgétaire totale de 2,869 milliards de francs CFA, l'ANASER a perçu 1,662 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 57,95%. Quant aux dépenses, elles ont été exécutées à hauteur de 47,43% pour un montant de 1,361 milliards de francs CFA au 30 juin 2023. Au cours du premier trimestre de l'année 2023, un atelier a été organisé pour valider les statistiques d'accidents de la circulation routière de l'année 2022. Il ressort de cet atelier que le pays a enregistré 8189 accidents de la circulation routière, ayant entraîné 8297 blessés et 684 tués. En 2021, il avait été recensé 10 614 cas d'accidents pour 9 085 blessés et 736 tués. Selon Mme Dambélé Madina Sissoko, l'analyse a révélé que le nombre de victimes d'accidents de la circulation routière a régressé. Mais cette baisse des chiffres de l'accident, qui est à l'actif de l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, ne doit pas nous faire baisser la garde, même un court instant. Au contraire, elle doit stimuler nos efforts de lutte contre le fléau de l'insécurité routière qui continue d'endeuiller nos familles, d'invalider nos compatriotes et de ruiner nos économies, a-t-elle déploré. Pour le directeur général Ousmane Maïga, au second semestre, un accent particulier sera mis sur la sécurisation du transport professionnel. Il est envisagé d'organiser une semaine de la sécurité routière sur le thème de la sécurisation du transport professionnel, notamment le transport public et des voyageurs. Dès le mois de septembre, Ousmane Maïga a espéré que le nouveau code de la route au niveau du Conseil national de transition sera adopté d'ici septembre. Car à travers la vulgarisation de ce code qui comporte beaucoup de nouveautés, l'excès de vitesse sera réglementé à l'aide d'appareils de contrôle routier qui sont des radars pédagogiques et portatifs. Ils seront utilisés pour les contrôles inopinés des transports en commun sur les axes routiers, ce qui réduira les accidents de plus de 60%. Ainsi, dans le cadre de la réalisation de la mission de promotion et de renforcement de la sécurité routière, l'Agence nationale de la sécurité routière a mis l'accent sur les campagnes de sensibilisation et de formation à l'endroit de la jeunesse, dans les écoles, les marchés, sur les lieux de travail et auprès
des associations de jeunes. Pour Mme Damele Madina Sissoko, le second semestre sera marqué par l'intensification des opérations de communication et singulièrement à l'occasion de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d'année qui sont des périodes de grande mobilisation sur les routes où les risques de l'accident de la route sont accrus et elle a exhorté la NASER à poursuivre en collaboration avec les structures techniques du ministère de l'Éducation nationale des actions de renforcement de l'éducation à la sécurité routière dans le système éducatif de notre pays. Cette session avait à son ordre du jour l'adoption du procès verbal de la 24e session ordinaire du conseil d'administration tenue le 8 décembre 2022. L'examen de l'état d'exécution du budget 2023 à la date du 30 juin 2023 et des questions diverses. Les richesses de notre sous-sol vont tous briller pour les Maliens après l'adoption du nouveau code minier par le Conseil national de transition. Le nouveau texte permettra au Mali de bénéficier davantage de ses ressources minières. L'honorable Aboubakar Sidiki Fomba nous éclaire sur quelques points essentiels du nouveau code minier. L'adoption de ces nouveaux codes miniers par les autorités est, selon Honorable Aboubakar Sidiki Fomba, le signe de la souveraineté retrouvée pour notre pays. Il permettra à l'État de s'approprier des richesses de notre sous-sol. Le Mali gagnera à hauteur de 52% sur ses ressources, a-t-il indiqué. Il est important de comprendre que le Mali ne gagne rien par rapport à son code minier, dont les prédateurs démocratiques depuis 30 ans pillaient les ressources minières du peuple malien avec des codes créant le désordre total. Et le Mali ne gagnait absolument rien. Et sur la contribution totale en PIB, le Mali, grand producteur d'or, l'or n'apportait que 8% du produit intérieur brut, sa contribution budgétaire. Et nous nous sommes rendus compte que dès lors que nous signions la convention avec laquelle le prix étant fixé, ce même prix demeure, même si le prix de l'or augmente. Et on a mis du désordre permettant à n'importe qui, des Chinois et qui que ce soit, se permettre seulement de faire éruption dans nos zones minières. Donc ce code minier permet à l'État de s'approprier de ses ressources naturelles. Je tiens à souligner que dans les faits et dans les dits plutôt de façon théorique, il est dit que l'État gagne 35%. Mais ça c'est un fait théorique. Mais en pratique, l'État du Mali, qui est composé de sa population et des nationaux, gagne 52% de l'exploitation minière sur toutes les ressources. Ça veut dire déjà qu'on est dans la nationalisation. Et ce code minier permet d'apporter à l'État une contribution de 15 à 20%. Et en matière d'augmentation budgétaire, l'État va commencer à gagner de 500 à 1000 milliards par an. Et ce code minier permet à l'État désormais d'avoir le contrôle sur les permis miniers. Ce n'est plus désormais le ministre chargé des questions minières comme dans le temps qui se permet de signer tous les documents, qui se permet à lui seul de faire tout ce qu'il veut. Et donc désormais, la signature des conventions d'établissement passe par le Conseil des ministres. Et c'est la raison pour laquelle le président qui sera élu, sinon le président élu, il y aura un commissariat de police auprès du président pour le contrôle minier, chose qui n'existait pas. Et il y aura aussi des établissements, des conventions d'établissement. La convention d'établissement de la phase de recherche et la convention d'établissement de la phase d'exploitation. Et pendant la phase de recherche, l'État accepte des exonérations. Mais pendant la phase d'exploitation, il n'y a plus d'exonération. Parce qu'en ce moment, nous savions ce qui est découvert. Et ce qui est important, c'est que l'État accordait de façon volontaire des exonérations qui pouvaient aller de 40 souvent à 100 milliards par an. Et souvent,
l'exonération était plus importante que ce que l'État gagne. Et c'est la raison pour laquelle, après réflexion, on a supprimé les exonérations à la phase d'exploitation. Ce qui est encore important, c'est que la convention et la taxe varient selon la nature des ressources. Quand on signait les conventions, c'était seulement l'or. Et même s'ils avaient du diamant, ils transportaient tout. Maintenant, dès lors qu'il y a une signature, si c'est le diamant qui sort à la place de l'or, on parle aussi sur la taxation et de ce que l'État gagne sur le diamant. Si c'est autre substance, donc et la convention est signée selon la taxation. Et ce qui est encore important, si nous signons la convention sur la base d'un certain nombre de pourcentages et qu'après, au cours de l'exploitation, ils exploitent plus que ce qui avait été prévu à 30%, ils vont payer les taxes référant à ces 30%. Et les discussions vont s'engager autour de ça. En cela, il est important de préciser effectivement la création d'un fonds d'infrastructure et d'énergie renouvelable. Il y aura un fonds par rapport à ça. Il y aura aussi la priorité des nationaux dans les activités minières. Et c'est ce qui fait que au niveau artisanal, dans le contenu local, on a deux types de permis, le permis artisanal et le permis semi-artisanal. Cela supprime l'irruption des Chinois dans nos zones minières. Donc, en ce titre, vous verrez directement en ce code, l'avantage sera toujours donné aux nationaux et ce code diminue l'intervention des étrangers dans les activités minières au Mali. Donc voilà, donc c'est la nationalisation. Et avec ce code, nous venons de laver un péché originel du Mali. Donc ce n'est plus désormais l'or seul qui va briller pour le Mali, c'est l'ensemble des ressources naturelles qui vont briller pour le Mali. Honorable Aboubakar Sidiki Fomba a appelé les Maliens à l'union pour la défense de la patrie. Le centre Mabilé a servi de cadre à la distribution de 1400 kits alimentaires offertes par l'ambassade de Chine aux couches vulnérables de Bamako et environ. La cérémonie de remise qui a eu lieu mercredi dernier s'est déroulée en présence des bénéficiaires. Elle fut co-présidée par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire et l'ambassadeur de la Chine au Mali. Dans le cadre du plan national de réponse au 2023 pour lutter contre l'insécurité alimentaire, la Chine, partenaire historique du Mali, vient d'octroyer généreusement 1400 kits alimentaires aux déplacés internes et autres populations vulnérables répertoriées dans la ville de Bamako et ses alentours. Ces kits alimentaires, dont chacun contient 5 kg de riz, 5 kg de farine, 5 litres d'huile, 700 g de sel et 1 kg de sucre, symbolise l'amitié sino-malienne profonde qui nous relie depuis longtemps. Pour un rappel, au cours de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a proposé 9 programmes de coopération sino-africaine, y compris le programme pour la réduction de la pauvreté et les projets au profit de l'agriculture. C'est pourquoi la sécurité alimentaire fait partie de la composante indispensable de la coopération amicale sino-malienne. Dans son allocution, l'ambassadeur de Chine au Mali a rappelé l'apport constant de son pays quant à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali. La Chine est pleinement consciente des défis auxquels le Mali est confronté en matière de sécurité alimentaire. Le gouvernement chinois a recensé et fait un don de près de 2000 tonnes de riz au gouvernement malien pour l'aider à lutter contre la pénurie alimentaire. Et aujourd'hui, je tiens à remettre ces kits alimentaires au nom de l'ambassade de Chine au Mali à la population locale pour les aider à passer cette période difficile. De son côté, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, M. Redouane Ag Mohamed Ali, a reconnu cet apport constant de la Chine. Il a affirmé qu'au-delà de son aspect humanitaire, la présente cérémonie suscite pour le CSA un intérêt tout particulier.
Il est en effet une occasion renouvelée de commémorer un partenariat constant et fructueux, enraciné dans le lien historique que notre pays entretient depuis les premières ères de son indépendance et dans divers domaines avec la République populaire de Chine. Effectivement, ce dont vient à point nommé compte tenu de l'état de dénuement des populations auxquelles il est destiné et dont l'afflux ne cesse de s'accroître. Eu égard à la persistance de l'insécurité au centre et au nord du pays, pour Dédi et Barry déplacés internes et bénéficiaires du don, le geste est salutaire et nous en avons constamment besoin. On ne peut que remercier les donateurs et les autorités concernées. Enfin, dans le but d'aider le Mali à développer son agriculture, la Chine a envoyé un groupe d'experts agricoles pour mener à bien le projet d'assistance technique agricole du Mali qui consiste à former activement les personnels maliens à effectuer des démonstrations de la technologie de production agricole dans les zones rurales. Dans le futur, la Chine continuera de travailler avec le Mali pour réaliser un développement partagé et promouvoir la construction d'une communauté de destin Chine-Mali de haut niveau au profit de nos deux grands pays, a conclu l'ambassadeur. Toutefois, le gouvernement du Mali, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, fait des efforts conséquents pour soutenir près de 1,2 million de personnes qui ont été identifiées cette année sur l'ensemble du territoire national comme étant en insécurité alimentaire, dont la majorité se concentre dans les régions du centre du pays ainsi que dans les régions de Gao et Menaka. 2 camions remplis de pièces de réchange de motos et d'autres produits de première nécessité ont été interceptés par les femmes au cours d'une patrouille du GTA de Keletri. Ces matériels destinés aux terroristes ont été saisis à la foire hebdomadaire du village de Kulungo la semaine dernière. Ils ont été remis à la gendarmerie nationale pour des fins d'enquête. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un champ de bataille, un lieu de règlement de comptes, entre autres faits similaires. Pour y mettre un terme, la justice a décidé de s'y impliquer pour assainir les sites internet. En effet, le procureur de la République près le pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ouvert une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices de ces agissements. Ali Koulibaly. Dans un communiqué publié ce jeudi 10 août 2023, le procureur de la République près le pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique que depuis un certain temps, il a été révélé des propos de déclaration sur les réseaux sociaux heurtant la sensibilité et contraire à la préservation de la paix publique. Selon le procureur spécialisé, ces propos sont contraires à la liberté de culte et susceptibles de dresser des citoyens les uns contre les autres. Le document souligne que les faits sont réprimés par le Code pénal et la loi numéro 20-19-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité et donc passible de poursuites pénales. En conséquence, le procureur du pôle de lutte contre la cybercriminalité décide de l'ouverture d'une enquête judiciaire en vue de l'interpellation et de la traduction en justice des auteurs, co-auteurs et complices de ces agissements. Il convient de rappeler que le gouvernement a adopté il y a quelques mois en Conseil des ministres un projet de texte instituant le pôle national de lutte contre la cybercriminalité auprès de la Cour d'appel de Bamako. Cette décision a ainsi mis fin à l'existence de l'ancien pôle judiciaire national spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité qui avait été institué auprès du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako par le Conseil des ministres du 11 novembre 2022.